On a tendance à croire aujourd'hui que la situation est difficile par rapport à avant. Nous avons la chance actuellement d'avoir un peu toutes ces nouvelles technologies. C'est quelque chose de très intéressant. Allons voir un peu les opportunités que nous disposons, les ressources que nous avons à Madagascar. Alors aujourd'hui, dans le podcast Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sinra Samman. Bonjour. Bonjour Axel et bonjour à tous ceux qui suivent l'émission avec nous. Et meilleurs vœux également pour la nouvelle année. C'est meilleurs vœux à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Généralement, je commence, on va dire, de manière assez basique, on va dire. Ou est-ce que tu peux te présenter comme quand tu te présentes dans la vie de tous les jours un petit peu Sinra Samman, je suis actuellement directeur de cabinet du groupe Cypromad et je préside aussi également le syndicat des industries de Madagascar avec un parcours assez long. Je suis quand même assez âgé, donc c'est pour cela. Effectivement, j'étais élève à l'école ESCA, l'école des Sacré-Cœurs. J'ai passé mon bac après à l'île de la Réunion et après j'ai fait mes études en France. Donc j'ai fait une classe préparatoire HEC et j'ai intégré l'Institut supérieur de gestion que j'ai complété après par un master à l'ESSEC. Je suis rentré à Madagascar dans les années 94 et donc où j'ai été enseignant à l'ISCAM quand je suis rentré ici à Madagascar. Ah oui. Et après j'ai continué un peu dans tout ce qui est, disons, organisation d'événements, notamment l'organisation donc des Jeux de la francophonie en 97. Et également, j'étais déjà maire d'un petit village du côté de Anzip, Manzakandjin. Et j'étais aussi bien dans le secteur privé que public. Donc j'étais donc à la direction de l'HOSTI. J'étais également à la direction d'une zone franche, ultramaille, et en passant, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Industrie. J'ai intégré donc le groupe Cypromad en 2011 et j'ai fait un bref passage au niveau de la primature en étant directeur de cabinet du Premier ministre de 2015 à 2016. D'accord, wow, sacré parcours, il y a de quoi vraiment être inspiré. Peut-être dans le secteur privé, c'est vrai que c'est une fonction qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, directeur de cabinet dans un groupe. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur ça consiste en quoi concrètement ? Effectivement, quand un groupe prend un peu une certaine dimension, le président du groupe a besoin de quelqu'un donc qui l'assiste un peu dans tout ce qui est, délégation de pouvoir, délégation un peu de tâches dans le suivi de ce qu'il doit faire et ce qu'il doit entreprendre. Donc, en tant que directeur de cabinet au niveau du groupe Cypromad, donc j'assiste le PDG du groupe, dans toute la mise en place de la stratégie pour diriger le groupe, dans des suivis de certains projets sensibles également, et puis surtout aussi dans tout ce qui est, relations publiques. Okay. Donc voilà un petit peu la tâche qui m'incombe actuellement au niveau du groupe Cypromad. Ça fait plus de 10 ans déjà que tu occupes cette fonction. 13 ans. 13 ans pour être exact. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette période ? Moi, ce que je pense avoir appris, c'est au niveau de la gestion des choses, la manière de gérer les entreprises. J'ai été effectivement dans le domaine du public, j'ai vu comment ça se gère au niveau des services publics, mais j'ai eu aussi l'occasion d'être dans la partie privée. Et de là, j'ai eu un patron français, j'ai eu un patron malgache, et par rapport à cela, il y a des différences dans la manière de gérer les choses. Mais ce qui est important, c'est
un peu les relations qui existent entre, disons, le patron, le manager et ses collaborateurs. J'ai eu la chance d'avoir donc des patrons qui sont vraiment impliqués dans les relations humaines. Et je pense que là-dessus, dans la manière dont j'approche les gens, dont je gère un peu le quotidien, je calque beaucoup, donc, disons, ma façon de faire par rapport à cela de mes patrons. Donc, je pense que ce qui est important dans la gestion d'une entreprise, c'est les relations humaines. C'est savoir être à l'écoute des collaborateurs, savoir les impliquer et également voir un peu avec eux comment faire évoluer l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce problème où quand on gère des collaborateurs, effectivement, on a envie d'avoir cette proximité un petit peu, mais en même temps, parfois, à vouloir chercher trop de proximité, disons qu'après, le résultat n'est pas celui escompté dans le sens où, par exemple, il peut arriver qu'un collaborateur, du coup, on va dire se mette trop à l'aise, par exemple, dans sa manière d'être ou de communiquer, par exemple. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré? Et si oui, comment est-ce que tu fais après pour recadrer un peu les choses? Je pense qu'il y a une certaine éducation que nous devons avoir, malgré la culture et la mentalité que nous avons à Madagascar. Ce qui est clair à Madagascar, c'est que nous avons le respect des aînés. Ça, c'est quelque chose qui est acquise. Et je pense que là-dessus se basent beaucoup de relations à Madagascar qu'il faut qu'on tienne compte. Néanmoins, le revers de cette relation, de ce respect qu'on a vis-à-vis des aînés, c'est la manière un peu d'être indépendant et d'être autonome dans la prise de décision. C'est quelque chose que nous rencontrons souvent car, disons, les enfants ont tendance à s'appuyer sur les parents. Les décisions sont toujours prises par les parents. Et là-dessus, quand on a maintenant des cadres supérieurs, des cadres à qui on donne un certain nombre de responsabilités, des fois, ils ont peur de prendre des responsabilités. Et c'est ça qui manque un peu à Madagascar, certes. Mais il faut avoir une certaine confiance en soi. Et dans notre relation à nous, là où j'étais, effectivement, c'est vraiment de responsabiliser nos collaborateurs, de leur donner le maximum de chance pour qu'ils puissent prendre des décisions, de bonnes décisions. Nous sommes là pour les soutenir. Il est vrai, il faut l'avoir en tête que l'échec aussi contribue à la réussite de certaines choses. Et il ne faut pas avoir peur des échecs. Mais il faut également être, disons, dans une position où à partir des échecs, on peut en tirer des leçons pour grandir davantage. Et je pense que pour les jeunes, c'est quelque chose de très très important de se dire, attention, il faut que je prenne des décisions, il ne faut pas que j'ai peur d'être face à un échec. Mais un échec, c'est quelque chose vraiment qui peut nous faire grandir. Il ne faut pas oublier, un vaccin, ça peut faire mal. Et après, on est immunisé. Ouais. Il faut aller dans ce sens-là. Ouais. Et je pense que là-dessus, nous devons avoir ce comportement de gagnant, ce comportement de positif. Avoir donc ce mindset de positif, c'est important dans ce que nous entreprenons dans notre vie professionnelle. J'aime beaucoup ton analogie un peu avec le vaccin, c'est tellement vrai. Et là, peut-être, je fais un peu un parallèle avec l'expérience que tu as eue dans le secteur public, où je pense qu'on est sur un mode de fonctionnement un peu différent. Après, je te laisse me partager ton expérience, mais du peu que j'ai pu voir, c'est vrai que surtout dans la prise de risque et dans la prise de responsabilité, c'est vrai qu'on est sur des paramètres un peu différents peut-être qui font que dans le public on manage pas et on n'avance pas peut-être de la même manière que dans le privé. Est-ce que tu confirmes ça, ou toi qui as eu la chance de voir les deux? En fait, ce qui est important, c'est un peu de souligner qu'au niveau du secteur privé, il y a un peu, disons, l'objectif que nous devons atteindre. C'est l'obligation de résultat. Au niveau du service public, on est un peu dans une zone de confort. On est là, on reçoit notre salaire à la fin du mois, peu importe disons, l'efficacité ou l'efficience de tout un chacun. Et ça qui change tout.
Effectivement, on n'a pas beaucoup de contraintes, disons, de résultats quand on travaille au niveau du service public. Néanmoins, il y a quand même une partie, disons, des fonctionnaires qui en veulent, qu'ils veulent gravir l'échelon pour arriver à plus. Ce qui est important à souligner, c'est que à Madagascar, il y a l'aspect politique qui joue beaucoup au niveau des ministères, au niveau du service public en général. Ça veut dire que pour pouvoir aller gravir l'échelon, la politique est importante. Il faut qu'on fasse de la politique, il faut qu'on soit un peu disons dans une démarche où pour réussir, il faut y mettre un peu de politique. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays développés. Quoique, il y a toujours des cas, disons, minoritaires qui existent. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, nous sommes là. Et cette mentalité, que ce soit dans le public, le privé, il faut qu'on se dise, nous sommes là. Nous sommes assignés à une tâche. Nous sommes assignés à un objectif et je dois le réaliser. Peu importe où je suis. Ça, c'est, disons, une mentalité, une culture que nous devons avoir. Et si je regarde un peu ce qui se passe dans les pays asiatiques, au Japon par exemple, cette culture est importante dans la démarche, qu'on soit au privé ou au public. On a besoin vraiment d'avoir cette, disons, un certain nombre de façons de faire, dont le fait de se dire, on m'a assigné une mission, il faut que je la réalise. Si on a ça, je pense que on a déjà accompli une grande partie pour le développement de notre pays, Madagascar. Justement, tu parles de mission. Aujourd'hui, il y a un nombre assez important, je pense, de jeunes qui ont du mal justement peut-être à trouver leur mission à eux. En anglais, on dirait leur why. Est-ce que toi, tu as un conseil justement peut-être à donner sur comment arriver à trouver cette chose, on va dire, qui nous fait vibrer, pour laquelle on est sur Terre. On a tendance à croire aujourd'hui que la situation est difficile par rapport à avant. Mais moi, quand j'ai vu les années auxquelles j'ai vécu, je pense qu'il n'y a pas des années où c'était plus facile que maintenant, etc. On a toujours l'impression que c'est toujours difficile par rapport à hier. Je ne sais pas, mais c'est toujours ce qui se passe. Maintenant, dans un certain nombre de contextes, il faut se dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais il faut trouver quoi? Pour moi, pour une bonne recette dans la vie, il faut 3 composantes. J'ai toujours l'habitude de le dire. 1, il faut la compétence et l'expérience. 2, il faut avoir de l'audace. Et 3, il faut avoir la foi ou la chance. Les 2 premiers, ça dépend de nous. Le 3e, ça ne dépend pas de nous. Mais si les 3, disons, composantes sont réunies, on peut réussir. On peut avoir quelqu'un de compétent. On peut avoir cette personne qui peut avoir de l'audace, mais s'il n'a pas de chance dans la vie, c'est difficile. On peut avoir quelqu'un qui a de l'audace, qui a de la chance, mais à un moment donné, s'il n'a pas les compétences ou s'il n'a pas les connaissances, à un moment donné, il va toujours aller droit au mur. Si on a quelqu'un qui a les compétences et l'expérience, qui a de la chance, mais qui n'a pas l'audace, eh ben, il va rester statique. Donc, pour moi, il faut qu'on essaye vraiment d'allier ces 3 composantes dans la vie. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut aller de l'avant. Il faut d'abord être éduqué. Il faut avoir de la compétence, de l'expérience. Après, il faut oser avoir de l'audace. Une bonne audace, hein, pas n'importe quelle audace également. Il faut pas prendre trop de risques ou il faut pas prendre des risques inutiles. Mais il faut avoir de l'audace. Il faut y aller. Après, le reste, c'est Dieu, c'est la chance qui va compléter. Mais je pense que les jeunes actuellement, il y a tellement d'opportunités. Mais moi, je reste convaincu que dans la vie, c'est une question de don aussi pour être auto-entrepreneur ou avoir son entreprise. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile. Ouais. Il y a des gens qui
ose prendre de risques, qui est fait pour avoir son entreprise et qui a les épaules larges pour diriger. Et ça, je pense qu'il faut trouver les opportunités, bien faire les choses, et l'opportunité est là. Nous avons un pays, Madagascar, qui est un pays à potentiel. On n'arrête pas de le dire. Mais que faisons-nous pour que toutes ces opportunités soient saisies et pour qu'on les exploite? C'est vrai que nos dirigeants politiques ont leur rôle à jouer. Ils ont, disons, leur responsabilité dans notre environnement. Mais nous aussi, en tant que citoyens, nous avons nos devoirs. À nous de voir et d'aller de l'avant. Et c'est à la jeunesse de construire l'avenir de ce pays. De construire, tout simplement, ce pays. Car c'est eux qui doivent maintenant, disons, mettre en place, dès maintenant, les bases pour que Madagascar devienne un pays émergent et, pourquoi pas, un pays développé. Nous avons tant d'exemples que nous avons devant nous. Des pays comme le Brésil, les pays comme ceux qui sont dans l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Corée du Sud, etc., sont des pays qui se sont développés. À côté de nous, nos voisins, l'île Maurice. Nous étions partis pratiquement en même temps avec l'île Maurice dans les années 80. L'île Maurice, elle est largement plus loin maintenant que Madagascar. Et c'est à nous de nous dire comment nous pouvons mener tout ça. Et comment nous devons avancer. Je n'arrêterai pas de dire, il y a une part de responsabilité de nos politiques, mais nous aussi, nous devons nous engager. L'engagement est très très important. Il faut qu'on assume en prenant des engagements. Il faut qu'on sache vraiment être face à nos devoirs et nos responsabilités. Si c'est le cas, je pense que tout le monde peut avancer. Wow. Il y a vraiment un message très fort. Je vais peut-être revenir sur les 2 des 3 composantes qu'on peut maîtriser, dont tu as parlé, en commençant par la compétence. Avec l'expérience que tu as pu accumuler, est-ce que, selon toi, il est plus important de se concentrer, on va dire, sur la compétence vraiment purement technique, ou la compétence, et là je parlerai plutôt de soft skills, tout ce qui est par exemple voilà, la communication, la négociation. Ou est-ce que tu penses que si on devait conseiller un jeune là à la fin de notre épisode, ce serait de lui dire écoute, prends les 2, c'est l'idéal, oui, mais si on avait vraiment un à prioriser, disons, tu penses que ce serait lequel? Et où est-ce que tu vois qu'aujourd'hui il y a un gros déficit au niveau de la jeunesse, parce que étant donné que au niveau du groupe, j'imagine que vous recrutez pas mal. Tu sais, Axel, hein, moi j'ai grandi quand on n'avait pas encore toutes les nouvelles technologies que nous avons actuellement. Là, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses. Et à Madagascar, en ce temps-là, on était dans une époque, dans les années 80, où tout était, disons, un peu limité. On ne savait même pas, moi en particulier, qu'après le bac, il y a des classes préparatoires, qu'il y a des grandes écoles. On ne le savait pas. On n'avait pas Internet, personne ne nous le disait. C'est une fois qu'on s'est retrouvé, que je me suis retrouvé en particulier à l'extérieur, que je savais, effectivement, on a des grandes écoles prestigieuses auxquelles on peut accéder si on a des compétences qu'on a. Et à Madagascar, néanmoins, on a quand même, disons, un certain niveau supérieur quand on parle des maths, quand on parle de tout ce qui est finance, comptabilité. Nous sommes forts, il faut le dire. Et même en informatique actuellement. Nous avons une demande de l'extérieur pour nos jeunes informaticiens. Et vous le savez, il y a énormément de jeunes qui partent à l'extérieur. Alors, quand je réponds à ta question, Axel, je dis, quel est le plus important actuellement? Effectivement, je pourrais dire, c'est que ce qui est important, c'est savoir se vendre, entre guillemets. Est-ce que c'est de la communication? Mais par rapport à ça, il y a quand même aussi la compétence technique. On ne peut pas trop parler, mais après, une fois que tu es sur terrain,
on va découvrir que finalement, t'es pas bon. Ouais. Mais dans la vie, c'est vrai que il faut savoir se vendre, mais attention, il faut pas non plus mentir. Car ça va être vite découvert. Et ça devient dangereux. Mais tout simplement, il faut aller sur un terrain que nous maîtrisons. Même dans les entretiens. Quand on passe des entretiens, il faut aller dans le terrain où on maîtrise. Il faut orienter l'entretien là où on maîtrise les choses. Sinon, on est foutu. Et ça, c'est le plus important pour les jeunes d'aujourd'hui, de se dire, attention, quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? D'abord, se connaître soi-même. C'est un travail sur soi qu'on doit faire. Il faut pas se mentir à soi-même. Et une fois qu'on maîtrise le moi, on peut aller maintenant affronter les choses. Et c'est là où on se dit, moi, je ne peux me permettre ceci ou cela. Chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Mais on peut améliorer les choses. Si je suis fort techniquement, il faut que je m'implique dans la communication. Si je suis fort dans la communication, pourquoi ne pas allier cela à quelque chose de plus technique pour que je puisse m'impliquer davantage? Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse se dire, voilà ce que moi je suis et comment maintenant je peux affronter les choses qui se présentent à moi. Il faut avoir du courage, de la force. Et je reviens là où j'ai dit avant, il faut qu'on reste positif. Ce n'est pas facile. La conjoncture n'est pas toujours facile, que ce soit à Madagascar ou ailleurs dans le monde. Pour tout le monde, c'est la même chose. Néanmoins, je pense que nous disposons quand même d'un certain nombre de potentiels. Et c'est à nous de changer. Ça fait combien d'années? 65 ans cette année que Madagascar est indépendant. Mais où est-ce que nous en sommes actuellement? Peut-être il faut changer notre façon de faire. Il faut que nous changeons notre mentalité. Il faut que nous voyions maintenant comment on peut exploiter nos potentiels. Il y a des Malgaches de souche ici. Nous avons des Chinois qui sont maintenant des Valvutaka, comme on dit, comme des Karan Valvutaka, comme des Européens Valvutaka. Ce sont tous des gens qui sont maintenant Malgaches ici. C'est une force pour Madagascar. J'ai l'habitude de dire, le pays le plus riche du monde, ce sont les États-Unis. Mais les États-Unis sont composés de plusieurs races. Mais ce sont tous des Américains. Il faudrait que nous ayons cette façon de voir les choses, d'optimiser là où nous pouvons être forts. C'est la complémentarité de nos ressources qu'il faudrait maintenant qu'on exploite davantage. Peut-être que cette complémentarité, quand on compose une équipe nationale, on prend des joueurs qui sont issus de plusieurs clubs, pas seulement d'un seul club. Mais comment faire pour gagner? C'est cette complémentarité qu'on recherche. Ça, c'est l'équipe nationale. Et il faut qu'on soit dans ce raisonnement-là. Les Malgaches ont des proverbes qui illustrent tout ce que je suis en train de dire. Je n'invente pas. Mais il faut maintenant les appliquer. C'est à nous, et surtout aux jeunes, de se dire, voyons un peu qu'est-ce qui causait un peu tous ces problèmes à Madagascar. Comment on peut transformer tout cela? Il est inimaginable que nous sommes le pays qui dispose d'autant de fleuves et que nous avons un problème dans tout ce qui est électricité, hydraulique. À nous de voir, de se dire, il y a quelque chose qui manque. Nous avons le soleil, le vent, l'eau. Pourquoi nous avons un problème d'électricité à Madagascar? Nous avons même des problèmes d'eau. Il faut qu'on voit, il faut qu'on change. Où sont les savoir-faire? Comment les composer? Comment les exploiter? Mais, à mon avis, il faut qu'on arrête de jouer personne. Pour marquer le but, c'est un travail d'équipe. Il faut que chaque acteur qui sont compétents, je reviens sur la compétence, soit à la bonne place. Et en fonction de ça, on peut avancer. Tu parlais justement de jouer en équipe, où il y a cet aspect justement mentalité, mindset qui est hyper important. Moi, enfin en tout cas, je pense que tu l'as sûrement déjà vu aussi, quand un Malgache, par exemple,
lance un business, qui est une licence d'entrepreneuriat, qui commence à s'en sortir. Il y a énormément de gens, je sais pas, est-ce que c'est l'effet des réseaux sociaux peut-être qui amplifie ce phénomène-là, mais qui sont de mauvaise langue, très faciles à la critique. Alors que comme tu disais au début, entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde. On idéalise beaucoup, je pense, aujourd'hui le fait d'être entrepreneur, mais c'est extrêmement compliqué. Ça te fait pas mal, toi, de voir ce genre de comportement-là, de gens qui, au lieu d'être heureux qu'il y en ait un qui commence à s'en sortir, à construire quelque chose, bah, qu'en fait, non, les gens sont plus dans l'optique de rabaisser ou de ternir l'image, de faire baisser la compétitivité de l'entreprise. Je me rappelle d'une petite anecdote d'un ami, Tzlav Naralandim, M. Tzlav Naralandim, quand on était dans une réunion. Il a dit, il y avait un Malgache et un Américain au bord de la route. Arrive une personne avec une très belle voiture. L'Américain dit, quand est-ce que je vais travailler dur pour que je puisse acquérir une voiture pareille à celui-là? Quand est-ce que je pourrai l'avoir après un travail dur? Le Malgache, il a dit, quand est-ce que celui-là aura un accident pour qu'il aille à pied avec moi? C'est Tzlav qui me le disait, Tzlav Naralandim. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Mais ce n'est pas propre à Madagascar. Je te rassure tout de suite, Axel. C'est dans le monde. C'est cela. Mais encore, la persévérance est importante. Il faut qu'on soit persévérant dans ce qu'on entreprend. Ne pas écouter les gens. Tu sais, il y a une petite anecdote encore une fois que j'ai lue quelque part, c'est une grenouille. Il y avait une course de grenouilles. Donc, la course a démarré. Les spectateurs sont là. Il y avait une grenouille un peu faible qui participait à la course. Et elle y allait. Et puis les spectateurs disaient, il y arrivera jamais. Laisse tomber, cours pas. Allez, arrête-toi, tu vas mourir, etc., etc. Et la petite grenouille avançait. Et finalement, elle a gagné la course. Et après, quand les gens sont venus voir, ils ont constaté que la grenouille était sourde. Ça veut dire qu'elle n'a pas écouté tout ce que les spectateurs ont dit. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à bon port. Elle a gagné. Si elle avait écouté les gens, elle se serait elle-même découragée et s'est arrêtée. C'est pour ça que ce soit à Madagascar ou ailleurs, il y aura toujours certaines personnes qui vont venir vous voir, qui vont vous dire, attendez, vous n'allez pas réussir. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Non, il a détourné, il fait des fraudes, etc. Mais dans la vie, si tu sens que tu as raison, tu fais le bien, tu fais les choses proprement, tu vas avancer. Il faut pas avoir peur de l'échec. Je reviens toujours sur ce que j'ai dit auparavant. Vous avez lu sûrement dans les réseaux sociaux, ou si vous avez lu quelque part, que celui qui a fondé KFC, au début, on ne croyait pas en lui. C'est pareil pour celui qui a fondé Facebook, etc. L'histoire est là. Plusieurs personnes qui, quand ils ont présenté leur projet, on leur a dit non, c'est pas intéressant. Ils sont devenus milliardaires après, par leur projet. Il faut qu'on soit à l'image de ces gens qui réussissent. Il faut avoir foi dans ce que nous faisons pour que nous puissions avancer. Les critiques vont être toujours là, les jaloux vont être toujours là, mais je pense que l'essentiel, c'est que soi-même, il faut savoir d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir foi en soi, connaître donc le moi, pour que nous puissions profiter de nos atouts et de tout ce que nous avons en nous. C'est important. Très très beau message, très très beau message. Franchement, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Vraiment, on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre, surtout, je pense qu'à Madagascar, on a, en tout cas dans notre éducation, je pense, dans l'éducation traditionnelle, un rapport à l'échec qui est peut-être différent de ce qu'on peut voir
dans certains pays, par exemple, si on prend le cas des États-Unis, par exemple, notamment, où voilà, failure, ça fait partie le fait d'échouer, ça fait partie du process vraiment. Alors qu'effectivement ici, pardon le terme, qu'on se casse la figure, bah voilà, on a peut-être notre entourage justement qui dit et tu vois, ce genre de choses. Donc non, c'est hyper important de le rappeler. De manière, si je suis un peu plus spécifique maintenant sur le fait d'être de persévérer, de continuer face à l'adversité. Un problème, je pense, là je parle des jeunes entrepreneurs que beaucoup peuvent rencontrer, c'est comment dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est le fait d'avoir accès justement à des financements, que ce soit pour développer sa boîte et du coup passer un palier, ou soit ne serait-ce un fonds de roulement pour pouvoir tenir jusqu'au moment où voilà, l'entreprise sera rentable, sera capable de générer des revenus assez conséquents. Par rapport à cet aspect-là, est-ce que toi tu as peut-être un conseil à partager à ces jeunes-là qui sont là, qui sont en difficulté, je pense, qui ont des idées, c'est pas les talents effectivement qui manquent, il y a énormément de gens de bonne volonté qui veulent changer les choses, mais qui voilà, n'y arrivent peut-être pas, justement peut-être par le fait que ce soit difficile, en tout cas d'apparence, d'avoir accès au financement. Moi, je pense que nous avons la chance actuellement d'avoir un peu toutes ces nouvelles technologies, hein. Mais il faut savoir bien les exploiter et voir un peu le chemin que nous pouvons prendre et les opportunités qui peuvent se présenter. Tu sais, Axel, quand on a par exemple, Internet devant soi, sur Google, je ne sais pas sur le nombre de jeunes qu'il y a à Madagascar et qui ont déjà, par exemple, essayé de s'initier à la bourse, au marché financier. Je ne sais pas le pourcentage, mais je reste persuadé que c'est très faible. Alors que c'est quelque chose de très intéressant. De voir comment mettre en place ce mécanisme, comment fonctionne ce mécanisme et comment faire pour avancer par rapport à ça. Pareil pour les financements. Il y a beaucoup d'opportunités de financement. Est-ce que nous les connaissons tous, à part nous connaissons tout, à part les banques traditionnelles? Est-ce on est allé voir le PNUD? Est-ce qu'on est allé voir l'ONUDI? Il y a plein d'organismes, mais à nous de voir. Il faut pas qu'on se dise que c'est difficile et que je suis découragé. Les choses les plus valeureuses s'obtiennent après beaucoup d'efforts. Et c'est là où il faut qu'on soit persévérant. La persévérance est très importante. Et c'est là où je me dis, ouais, allons voir un peu les opportunités que nous disposons, les ressources que nous avons à Madagascar. On a des matières premières qui sont là, à notre disposition. On a des pays qui sont demandeurs. Nous avons en mine des ressources. Nous avons la terre rare nécessaire dans les fabrications des nouvelles technologies. Est-ce qu'on les exploite, tout ça? Est-ce qu'on a fait des recherches pour qu'on puisse voir les terres rares ou d'autres ressources minières qui sont utilisées ailleurs pour que nous fassions la transformation à Madagascar? Je ne pense pas. Où est le blocage? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est technique? Mais comment faire? Encore une fois, nous avons des outils qui peuvent nous permettre d'aller voir ça. Mais attention, attendez. Il y a également, disons, les relations publiques. Je reviens là-dessus. Il ne faut pas avoir peur d'approcher des gens autres que malgaches. Est-ce qu'on a cherché des partenaires en Europe, en Chine, aux États-Unis, qui sont compétents techniquement et qui peuvent travailler avec nous? Nous qui sommes malgaches ici. Est-ce qu'on l'a fait ou pas, cette démarche? Tu vas me dire, Axel, oui, mais comment trouver des bons partenaires? Mais il y a des bons partenaires que nous pouvons trouver à travers beaucoup de réseaux.
On a la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar, la CCIFM, qui peuvent te garantir des relations dans des chambres de commerce de France. Pareil pour l'AmCham des États-Unis. Combien de nos jeunes sont venus voir la CCIFM et l'AmCham, entre autres, je ne parle même pas de chambres de commerce Madagascar-Canada, entre autres, pour se dire, est-ce qu'on a des partenaires intéressés à exploiter avec moi des ressources ici? Moi, je suis malgache, je peux donc avoir des exploitations ici pour transformer tout à Madagascar et trouver des débouchés après à l'extérieur. Est-ce que les jeunes pensent à cela? Ou tout de suite, on se dit, non, c'est impossible, donc je m'arrête là. Il faut surmonter tout cela. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut avoir de l'ambition et de la persévérance. Beaucoup de rigueur aussi. Parce que les partenaires, ils vont te dire, attention, mais qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et je reviens dans tout ce que tu as dit, Axel. C'est la communication. Je dis le savoir-vendre. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à zéro. Comment ils ont fait pour qu'ils réussissent? C'est vrai, ils ont eu de la chance. Mais ils ont eu aussi de l'expérience, de la compétence. Ils ont eu de l'audace. Les trois sont réunis. À nous de le faire, de le provoquer. Mais il ne faut pas partir défaitiste pour se dire, de toute manière, c'est impossible, donc je laisse là. Mais il faut avoir cet état d'esprit de gagnant. Il faut qu'on y ait. Il faut oser. Je pense qu'on peut trouver des partenaires. Mais vraiment, comment approcher les partenaires? Comment les convaincre? Ça, c'est le plus difficile, mais pas impossible à faire. Pour appuyer ce que tu disais, justement, un jour, je parlais avec une connaissance. On parlait justement des réseaux type chambre de commerce et autres. Et il me disait, ouais, non, mais moi, je pense, tu sais, on va pas me recevoir. En fait, il avait cette impression qu'il y avait un genre d'entre-soi, en fait, et que les gens voulaient juste bosser entre eux et qu'ils n'étaient pas prêts, on va dire, à accepter de nouveau. Et c'est exactement ce que j'ai dit, mais t'as déjà essayé? Il me dit non. C'est comme, en fait, quand on passe devant une boutique, et on se dit, ah, ça a l'air trop beau pour moi, on dirait, c'est sûr que c'est au-delà de mes moyens. Mais tu sais même pas, t'es pas rentré dedans, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, maintenant, on parle d'entrepreneuriat et ça me fait penser un peu, au début, tu disais que tu faisais de l'événementiel. Ça te manque pas d'entreprendre, justement? Je t'ai dit, Axel, il y a des dons pour avoir sa propre entreprise. C'est tellement facile de se dire, oui, mais Tine, mais pourquoi tu n'as pas créé ta propre entreprise? J'en ai créé une, effectivement, il y a un moment. Mais moi, je me sens à l'aise quand je travaille pour quelqu'un. Et je le dis haut et fort, moi, je suis fier de travailler pour quelqu'un parce que c'est là où je suis à l'aise. Si je suis dans une boîte qui m'appartienne, peut-être que je ferai les choses autrement et je ne peux pas réussir. Je reste convaincu de cela. Tu sais, quand tu sais nager et quand tu regardes quelqu'un qui sait pas nager, tu te dis, il est bête celui-là. Mais chacun son truc. Et c'est à ça où il faut se dire, quelle est ma vraie place? Et je reviens sur ce qu'on a dit. Tout tourne autour de ce qu'on se dit, Axel. On s'est dit au tout début, attention, chacun est assigné à une tâche. Il faut savoir accomplir cette tâche. Et ça, je pense que c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre sur ce monde lors de notre passage. On ne sera pas éternel ici. On n'est pas, personne n'est éternel. Mais ce qui est important, c'est qu'on remplisse nos devoirs pour pouvoir bénéficier de nos droits. Ça, c'est très important. Il ne faut pas tout simplement qu'on pense à nos droits sans avoir à réfléchir sur ce que nous devons faire, nos responsabilités. Nous exigeons de notre pays beaucoup de choses. Mais que faisons-nous pour notre pays? Il faut que ça soit quelque chose, disons, de symétrique pour que ce pays puisse avancer. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Attention, il ne faut pas oublier cela. Le pays a besoin de nous. Il faut qu'on avance. Et de là, pour que le pays nous rende ce que nous leur faisons, il faudrait d'abord que nous commencions par faire ce qu'il y a à faire pour ce pays. Il ne faut pas avoir peur de prendre des responsabilités. À nous de faire. Rien n'est facile dans ce bas monde, mais il faut se battre. Nous sommes nés pour nous battre. Et ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit de combattant pour pouvoir arriver à notre fin. Cette
cet esprit justement de combattant, toi, c'est dès ton plus jeune âge, quoi, peut-être à la maison ou à l'école, on te l'a appris, ou c'est vraiment avec l'expérience au fur et à mesure que tu l'as obtenu Écoute, moi, ce que j'ai vu quand j'étais encore à l'ESCA, c'est que en désignant un chef de classe, on avait du mal à l'avoir. Les gens ne veulent pas assumer le rôle. Quand j'étais arrivé en France, c'était vraiment une élection avec disons, des listes de candidats qui sont là, 3, 4, 5 listes, et c'est des propagandes, etc. Les gens se battent pour prendre des responsabilités. Ce qui n'est pas le cas chez nous, des fois. Chez nous, quand vous faites une réunion, les gens s'assiedent derrière. Les places de devant sont vides. C'est tellement vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Il faut pas avoir peur d'être devant. C'est vrai que il y a l'adage qui se dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Mais quand on veut faire avancer les choses, il faut se retrousser les manches, il faut qu'on aille de l'avant. Et les jeunes sont là pour que ça soit fait comme ça. Il faut que les jeunes prennent les responsabilités. C'est pas facile, hein, mais si les jeunes prennent leurs responsabilités, je crois que le pays va finir par avancer. Et tout va démarrer de là. C'est important. Ok. Donc, si je fais déjà un petit récap sur ce dont on a discuté, extrêmement important de se connaître soi-même, être conscient que on a une mission, qu'il faut aller l'accomplir, avoir l'audace de prendre des responsabilités, d'être vraiment en première ligne du feu de l'action, et être persévérant. Je voudrais te demander, Tine, quand, par exemple, quand je vois ton cheminement, quand tu étais, donc t'as fait quand tu es allé en France après ton bac, t'as quand même fait HEC, c'est, bon, ceux qui ne savent pas, HEC, c'est quand même, je pense, la plus grande, Je rectifie, j'ai fait la prépa. l'ISG, prépa HEC, prépa HEC, c'est ça, ok. Et après l'ESSEC. Et après l'ESSEC, oui. L'ESSEC qui est aussi une très grande école, c'est vraiment dans le top 2 en France aussi. Est-ce que ces moments que tu as, qu'est-ce que ces écoles et ces prépas auxquelles tu as eu la chance, l'opportunité de prendre part, t'ont apporté de plus que tu penses qu'aujourd'hui on ne transmet pas encore dans le système éducatif à Madagascar? Il y a une chose dont j'ai bien retenu. Quand tu arrives à l'école après la classe prépa, ouais. Tu as 6 mois de ce qu'on appelle un stage ouvrier. Et je vois ça encore en ce moment. Tu es obligé d'abord de passer dans des postes où tu n'as pas tout de suite un poste d'encadrement. Pour que tu puisses voir à la base qu'est-ce qui se passe, comment ça résonne à la base. Pour qu'une fois, comme toi tu vas être formé après pour diriger, tu puisses savoir exactement comment ça fonctionne en bas, comment ça fonctionne à la base. Ce que je constate, il y a une jeunesse où a été inculquée cette culture de dire, moi si j'ai 1000 aujourd'hui, je veux que demain ça devienne tout de suite 10 000 ou 100 000. Tout de suite. Et c'est pour ça que cet état d'esprit de manoir-faire, business est arrivé chez nous. Si j'ai 10 millions, moi je veux que ça devienne 100 millions. Donc moi je veux être riche rapide, sans passer les différentes étapes. Et ça, je pense que ce qu'on apprend dans les écoles, c'est vraiment cet état d'esprit de bâtir de la base jusqu'en haut les choses, pour que ça tienne et pour que ça soit solide. Il faut que nous ayons ça à Madagascar. Parce que une fois que la base est solide, on peut avoir une entreprise qui peut faire face à beaucoup de choses. Et ça, c'est une culture que nous devons avoir, cette culture d'entreprise, de se dire, construisons quelque chose de pérenne et ne soyons pas pressés. Il faut que chaque chose se fasse en son temps. Mais pas non plus traîner. Mais il faut
trouver le bon rythme par rapport à ça. Et je pense que quand je vois le nombre de startups qui se créent actuellement à Madagascar, il y en a beaucoup. Mais quand je vois que ils n'arrivent pas à bien développer les affaires parce qu'il manque des relations, il manque certaines choses dans tout ce qui est normes et qualité des produits qu'on fabrique, mais également, disons, la base n'est pas trop solide. Et au moindre problème, la boîte s'écroule. Et c'est là où il faut bien qu'on soit patient. La patience est importante dans la vie pour qu'on puisse construire une base solide de ton entreprise. Quand on passe dans ces écoles à l'extérieur, mais je pense aussi qu'à Madagascar, j'ai enseigné à l'ISCAM, et je pense que le programme ici, nous n'avons rien à envier de ce qui se passe à l'extérieur. L'INSCAE, l'ISCAM, l'IMGAM, beaucoup maintenant sont à un certain niveau d'enseignement. Mais ce qui est important, et je l'ai toujours dit, il faut qu'on adapte le programme par rapport aux besoins du pays. Il faut qu'on adapte le curricula, comme on dit, le programme de l'enseignement par rapport aux besoins de Madagascar et par rapport à ce qui se passe à Madagascar. On peut avoir en marketing, je me rappelle quand j'étais à l'ISCAM, le Kotler en marketing. Oui. Mais Kotler, ça s'adapte aux pays développés. C'est vrai qu'on peut voir maintenant ce qui peut être adaptable pour Madagascar pour qu'on puisse avancer dans le bon sens, pour qu'on puisse appliquer ce que nous pouvons apprendre d'ailleurs et adapter sur Madagascar. Il faut que ça soit comme ça. C'est important. Et c'est là où il faut bien que on se dise aussi que il faut travailler. Il faut travailler. Rien ne se gagne qu'en travaillant. C'est important. Un patron d'industrie me disait la dernière fois, je comprends pas, Tine. Nous, on veut faire comme les Européens, comme les Français. Travailler moins de 39 heures par semaine, 35 heures par semaine. Mais eux, ils sont riches. Nous sommes pauvres. Faites comme la Chine. Travaille plus de 40 heures. Même pas de congé. Et où ça a mené? La Chine, maintenant, c'est une grande puissance. Il faut que nous travaillions. Je vois beaucoup de nos jeunes qui arrivent au travail à 8 heures et qui, à 17 heures tapantes, partent. Non, il faut travailler. Il faut chercher des opportunités. Et c'est à cela que nous pouvons faire avancer. Je vais effectivement rebondir sur deux choses que tu disais. C'est que la première, c'est faut pas avoir peur de commencer petit, je pense aussi. Tu parlais d'avoir les bonnes bases. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai aussi, qui ont peur, je pense, de se lancer parce qu'ils se disent, oh, mais justement, je suis petit, pour ne pas dire je suis insignifiant. Alors que bon, voilà, tout grand édifice a bien commencé avec d'abord une pierre, une brique, et c'est avec le temps, comme tu dis, que les choses prennent forme. Et je vais vous dire aussi tu parlais du business, on va dire. C'est tellement vrai. Quand même on regarde l'écosystème, économique à Madagascar, je pense que c'est pas les gars qui ont de l'argent qui manquent, mais c'est effectivement peut-être dans la manière dont ils l'utilisent ou le font fructifier qui est très différente. Il y a beaucoup de gars, par exemple, qui aiment effectivement, par exemple, le business, genre, tease and die, comme on dit, un peu genre, voilà, tac au tac, je fais achat-revente. En fait, c'est limite ça. Où j'importe et je revends, sans apporter une valeur ajoutée. Alors que c'est vrai que, l'entrepreneur, lui, c'est ça qui fait la différence, c'est que lui, dans son process, il apporte une valeur ajoutée par exemple, en transformant la matière première, etc. Et ça, c'est aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Et après, ce qui m'attriste après, c'est quand il y en a qui disent oui, mais c'est par exemple des personnes d'origine chinoise ou peu importe, ou pakistanaise ou autre qui dominent. Oui, mais bon, les gars qui ont de la thune, en fait, désolé du terme, ils font rien en fait aussi. C'est ça aussi. Il y en a très peu qui le font. Et
j'espère qu'effectivement dans les lycées, dans les universités, ils pourront peut-être aussi inculquer peut-être ces choses-là, ces valeurs-là. Axel, quand tu parles des Karan, hein, on parle des Karan, on parle des Chinois qui sont à Madagascar, mais ils sont là depuis plusieurs générations. On a tous vécu la colonisation, comme on a vécu l'indépendance, les années 60, 70, après les années 80, auxquelles tout a été en difficulté. Mais ces gens-là, dans les années 80, ils étaient au même niveau que nous. Tout le monde était au même niveau dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? À nous de faire notre introspective, de réfléchir. Quel était leur plus? Quel était le nôtre? Qu'est-ce qui s'est passé? S'ils étaient déjà riches avant et qu'ils sont restés riches, ok. Mais on était tous partis sur la même base. Sur la même base. Réfléchissons. Maintenant, j'aimerais tellement dire, ok, faire le business, c'est le plus facile. Ok. Mais il y a tellement de choses, et on va dire encore une fois, l'État a sa responsabilité, a ses responsabilités, certes. Il y a les cadrages qu'on doit mettre en place. Mais j'ai parlé une fois à quelqu'un qui gère un peu des organismes qui appuient les startups. On a la granite à Madagascar, les pierres, les roches. On en a tellement ici. Nos routes sont dans de sale état. C'est un peu notre problème pour faire sortir les matières premières. Par exemple, si tu veux aller, je sais pas moi, en Batmang, là où on peut avoir des fromages, etc., on peut aller là où il y a je sais pas, des matières premières qu'on peut exploiter. Les routes sont dans un état. Mais pourquoi on met pas un système où on donne à une petite entreprise de réhabiliter les routes, mettre donc des routes en pavé, et qu'avec un système de péage, financer ces startups-là pour qu'ils puissent réhabiliter les routes, ils vont vous rembourser sur les péages. Parce que c'est là où les produits vont sortir. Les transporteurs, ils vont être d'accord pour payer plus cher pour qu'ils y gagnent. Mais il faut qu'on change les réglementations, il faut qu'on balise tout cela, mais que je pense que si nos jeunes startups sont dans ce business-là, c'est quelque chose qui peut leur apporter, mais financez-les. Mettons en place un business plan, calculons combien de camions vont passer par jour, combien on va taxer, combien il y aura de la main d'œuvre pour construire les routes. On a les matières premières. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qu'on peut faire. On peut faire des cultures pour ravitailler les industriels. Il y a tellement de choses à faire. Mais voyons l'État pour que l'État cadre bien les choses, que ce soit bien réglementé, mais que nous, maintenant, nous puissions avoir cette audace d'avancer dans ce sens-là. Mais je reste convaincu que si les choses vont dans ce sens, on a tellement de ressources, que ce soit les hommes, les matières, etc. Ouais, ce serait un système de taxation intelligent, mais ça, on peut dire ça comme ça, en fait. Ouais. Clairement. Ouais. Parce que je pense que si toi, tu veux aller en campagne, avoir donc la sortie de tes matières qui sortent de là, tu peux payer ce que tu veux. Ouais. Je pense que c'est très basique, mais il faut y penser. Il faut enlever de nous un peu, disons, cet état d'esprit de profiteur, ou d'escroquerie diverses, etc. Mais il faut que tout le monde soit bien clair. On va me dire que je suis dans un monde de bisounours, mais il faut quand même qu'on éduque nos jeunes, et pour que nous puissions maintenant aller dans un système qui nous permette de nous développer. Aujourd'hui, t'es président donc du syndicat des industries de Madagascar. Il y a, je pense, évidemment énormément d'enjeux autour de l'industrialisation du pays et du développement de nos propres industries. Avant que j'aille un peu plus en détail sur cet aspect-là, toi qui justement aujourd'hui présides ce syndicat-là, en étant en relation avec tous ces industriels, tous ces grands patrons d'entreprises, et là
je me réfère aux jeunes, je prends les jeunes comme base de réflexion, mais qu'est-ce que, selon toi, eux cherchent le plus chez les jeunes? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui revient de manière assez récurrente? Genre, oui, mais c'est ça qu'il faut. Et puis un autre qui dit, oui, c'est ce type de profil, par exemple, ce type de compétences qu'il nous faudrait, ou ce type de mindset-là qu'il nous faudrait. En fait, ce qui est important, Axel, là, je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est toujours la compétence. Ok. Tout ce qui est technique. Ok. Après, c'est l'audace, c'est la prise de responsabilité. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons tellement d'ingénieurs, de techniciens qui sortent d'écoles. Que ce soit à Wundwurm Polytechnique, que ce soit dans l'IST, que ce soit à l'université. Mais nous avons autant de chômeurs. Alors que les entreprises ont des besoins, Axel. Nous avons besoin de techniciens. Nous avons besoin d'ingénieurs. Ce qui s'est passé, c'est que le programme n'était pas adapté aux besoins des industriels. L'adéquation emploi-formation n'était pas au top. C'est pour ça que depuis l'année dernière, on a approché les ministères de tutelle pour se dire, attendez, travaillez avec nos directeurs techniques, nos DRH, pour avoir un programme aux besoins des industriels. Il y a quelques années, quand Ambatovi s'est installé à Madagascar, on a fait venir une centaine de Philippins pour des postes de soudeurs. Axel, c'est incroyable. Je te le dis. Donc, il faut que le programme de l'enseignement, de l'éducation soit adapté aux besoins des industriels. Si actuellement tu cherches quelqu'un spécialisé dans tout ce qui est froid, tu n'en trouves pas des masses. Alors que tu as pas mal qui sortent des écoles techniques, des lycées techniques, qui sont au chômage. L'entreprise doit encore reformer les gens. Et c'est une perte de temps. Et c'est là où on doit avoir cette adéquation. Aller dans ce programme d'alternance où les jeunes puissent être initiés dès le départ au monde de l'entreprise. Car ce qui se passe, c'est que, encore une fois, s'ils ne sont pas disons, avec cet état d'esprit d'entreprise, une fois qu'ils ont fini leurs études, ils n'ont que 3-4 mois maximum, ou 2 fois 3 mois, ou 2 fois 4 mois maximum en période d'essai. Mais c'est court pour qu'ils puissent s'adapter à ce qu'on est, alors qu'il peut être compétent. Et c'est une grosse perte pour le jeune, que pour l'entreprise également. Donc, c'est pour ça que nous avons mis au CIM un programme, une plateforme pour gérer les stages. Il faut que les jeunes arrivent à trouver des stages, qu'ils puissent vraiment s'immiscer dans la vie de l'entreprise, parce que l'entreprise aussi a y gagné. Et donc, c'est là où nous recherchons donc vraiment cet aspect, disons, de technicité et, disons, de prise de responsabilité de ce qui rentre dans nos entreprises, dans nos industries. D'ailleurs, parmi les dernières les actualités, on va dire, qui ont fait la une, notamment pour le syndicat, il y a eu l'organisation du CEO Summit. C'est un événement de très grande envergure. D'ailleurs, félicitations, parce que franchement, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui a été fait. Mais justement, peut-être, on va dire, il y a, je pense, énormément de gens qui se rendent peut-être pas compte de ce que ça représente peut-être en termes d'organisation, de mise en place. Mais avant même de parler de ça, déjà, comment est-ce qu'on a fait, du coup, pour arriver à organiser ce CEO Summit à Madagascar? Écoute, Axel, le CIM auparavant a organisé quelques éditions du Salon de l'Industrie. Mais depuis quelques années, on s'est dit, il faut peut-être qu'on innove un peu. Et l'idée de faire une université d'été, comme fait certains organismes similaires, comme le MEDEF par exemple, ça nous a séduit. Donc ça fait quelque temps qu'on y pensait, et puis l'agence PECOM est venue nous rencontrer. On était séduits par l'idée d'organiser ceci au Summit au mois de décembre dernier.
Et effectivement, l'agence PECOM a vraiment été au niveau, disons, organisationnel, niveau logistique à assurer, car c'est un sommet qui n'a rien à envier aux autres qui se déroulent ailleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'État a un rôle d'encadrement, de la mise en place du cadrage pour que des entreprises puissent se développer. Et nous avons pensé que dans la région Océan Indien, nous avons encore une fois beaucoup de potentiel. Mais ce qui est bizarre, c'est que à La Réunion, on importe du poulet du Brésil, on importe des oignons et de l'ail de la Chine. Les Comores, ils s'approvisionnent en Tanzanie, d'autres en Argentine. Alors qu'à côté, nous avons un grand grenier comme Madagascar. Deuxième chose, j'ai visité il y a quelques mois quelques industries à La Réunion. Ils ont de très belles équipements. Vraiment, ils sont au top de l'innovation. Et le marché est petit. Alors qu'ils peuvent avoir beaucoup de ressources à travers Madagascar. L'île Maurice, potentiel financier, plateforme financière non négligeable. Ils sont là, ils sont dans un ranking assez important. Le tourisme des Seychelles, etc., etc. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre en place un marché commun de l'océan Indien dans un premier temps? Ça prendra du temps, c'est pas grave. Mettons en place les bases. Il faut qu'il y ait une libre circulation des biens et des personnes au niveau de la région. Tout d'abord. Pour que nous puissions, à travers la Réunion, aller de l'avant pour chercher du marché en Europe, parce que la Réunion c'est la France, avec la ZLCAF, zone de libre-échange de l'Afrique, Madagascar, les Comores, Maurice, ça peut être une porte ouverte pour que nous puissions aller sur ce grand marché africain. Donc, mettons en place ce marché commun. C'est l'objectif du CEO Summit que nous avons organisé la dernière fois. Quand on voit la force du Mercosur en Amérique du Sud, il faudrait qu'on prenne exemple. Parce que je pense que là-dessus, c'est une opportunité qui se présente à la région. Il y a quelques années, on a mis en place pour le tourisme les îles Vanille. Mais c'était resté à un stade un peu non exploité. Il faudrait que tout ça, on réveille, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est vrai que chaque pays, chaque île veut se développer, qu'il y a une saine compétition entre les îles. Mais maintenant, si on réfléchit et qu'on se dit, allons mettre en commun certaines choses, on peut se développer ensemble et grandir ensemble. Et c'est ça l'état d'esprit de ce qu'on voulait faire. Et j'espère de tout mon cœur que lors du prochain sommet des chefs d'État de la région, on peut travailler sur la proposition qui est sortie du CEO Summit. Quand j'ai regardé donc ce qui a été dit par le Conseil des ministres du mois de décembre, j'ai vu déjà qu'ils ont parlé de cette Indian-Océanie, de ce marché, de ces échanges. Donc c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir sur l'exploitation de ce qu'on peut faire dans la région Océan Indien. Et c'est là où vraiment ça peut être une opportunité pour tout le monde. Si je reviens sur Madagascar, nos jeunes peuvent travailler là-dessus. Il y a le marché qui est là. À nous de voir d'être plus rentable. On a nos problèmes à Madagascar, mais on peut s'entraider. On a un problème sur l'énergie. Pourquoi ne pas voir avec certaines entreprises de la Réunion ou de Maurice qui sont spécialisées dedans en attendant que tout se fasse à Madagascar. Et que nous puissions maintenant travailler sur nos potentiels à Madagascar pour fournir certains produits dans des îles sœurs. Et aller maintenant au-delà de ça. Problème de normes, on peut travailler avec la Réunion là-dessus. Ils ont des laboratoires qui sont sous-exploités. CNRT. Allons voir, allons exploiter tout ça. Tout ça, ça a été étudié pendant les think tanks qui s'est déroulé pendant le CEO Summit et que nous espérons maintenant mettre en œuvre dans les prochains mois, les prochaines semaines, et pour que tout ça devienne une réalité. C'est la base d'un marché commun. Si déjà il y a une zone spéciale qui se met en place où on puisse travailler sur une libre circulation au sein de la région,
c'est déjà quelque chose de gagné. Excellent. Tine, on approche de la fin de notre discussion. J'aimerais te demander, et là je vais revenir plutôt sur ton histoire à toi, quand tu es revenu de l'étranger et que tu es devenu maire d'une petite ville, je voulais te demander, est-ce que le sentiment que tu avais à l'époque en contribuant à l'amélioration au quotidien de la vie de tes administrés quand tu étais maire, limite, je veux dire, cette flamme, tu l'as toujours un petit peu même si aujourd'hui tu œuvres au niveau du syndicat des industriels, est-ce que c'est toujours un peu la même flamme que tu as en toi, parce que j'imagine que c'est par conviction que tu l'as fait à l'époque quand tu t'es présenté maire. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens toujours ça en toi? Écoute, quand je suis rentré au pays, c'était ça qui m'animait, c'est de développer mon pays. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent rester en Europe, en France en particulier, parce que du moment que tu as fini tes études, tu peux rester, tu peux travailler là-bas, etc. Mais moi, j'ai choisi de rentrer, car je pense que le mieux pour moi, c'est vraiment de revenir au pays, c'est la racine. Deuxième chose, si tout le monde reste là-bas, qui va s'occuper de notre pays? Deuxième chose. Troisième chose, je pense que quand tu es là, il faut que tu apportes ta part de briques ou de pierre à l'édifice, comme tu as dit tout à l'heure, Axel. Exactement. Mais moi, je t'avoue, j'étais allé là-bas, à la mairie, car je voulais apprendre beaucoup de choses également de la part de ces paysans qui sont là-bas. C'est une base que j'ai obtenue de là-bas. Car je connaissais comment ils raisonnaient, comment ils raisonnent, quels sont les états d'esprit, comment ils vivent, pour que toi, après, tu puisses voir et adapter ce que tu peux amener en développement. Si tu ne comprends pas ces gens-là, comment tu peux faire après? Il faut, je pense, qu'il y a une réciprocité dans ce que tu apprends et ce qu'on t'apprend. Et la vie, c'est comme ça, Axel. Quand moi, je suis professeur à l'ISCAM ou ailleurs, mais mes étudiants aussi m'apprennent quelque chose. Attention. Toi, tu leur apprends le programme scolaire dédié, mais eux, ils t'apprennent beaucoup de choses en retour. Leur comportement, leur mindset, leur état d'esprit. Ça te rend la jeunesse, hein, je te dis, d'enseigner. Parce que toi, tu vois comment raisonnent les jeunes. Quelles sont leurs préoccupations, comment ils se sentent. Et c'est cette réciprocité qui est importante dans la vie. Bah écoute, Cétine, vraiment, moi je vais te dire merci parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de leçons et de partages dont on peut et dont on doit s'inspirer. Et moi je suis persuadé que les jeunes qui constituent la majorité de notre audience tireront beaucoup de valeur de ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Donc vraiment, merci. Tu n'as pas à me remercier. J'ai appris beaucoup de choses avec toi également aujourd'hui. Je te dirai pas quoi. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et vraiment un honneur. Mais également, je me sens responsable également de transmettre ce que moi je pense, le peu que je sais, pour que les autres puissent en profiter. Car je reste persuadé que s'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la pauvreté, dans l'ignorance, on ne va pas pouvoir se développer. Il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour que nous puissions avancer. C'est très important. On ne peut pas tout seul être gagnant. À un moment donné, on va perdre. Il faut vraiment savoir mettre tout le monde dans la même direction, dans le même pied, dans la façon de réfléchir, de voir un peu certaines choses et d'avancer. Merci beaucoup pour cette émission, Axel. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.